Ciotat avec Stéphane Demoustier. Donc vous avez fait un film aussi il y a très peu de temps et qui passe ici. Vos premiers souvenirs à La Ciotat? Bah moi j'étais venu à La Ciotat pour mon premier film qui s'appelle Terre battue. Et c'était en 2015 que je suis venu. Et j'en garde un très bon souvenir. Le film avait... La salle avait déjà été refaite? C'était ici, ouais. La salle avait été refaite. Je me souviens bien de la cour, je me souviens de l'extérieur en particulier. Elle avait été refaite. Je me souviens qu'il y avait Jérôme Bonnel dans le jury. Et je me souviens que c'était un moment très agréable. L'histoire du cinéma avec de tels lieux qui ont été sauvés, parce que les réalisateurs, c'est vrai que c'est la salle de cinéma qui prime. Ouais. Bah moi j'ai eu envie de faire des films parce que j'étais cinéphile et j'étais un cinéphile de salle de cinéma. En fait moi mon goût du cinéma est venu avec le bonheur que j'ai eu d'aller dans les salles quand j'ai été étudiant et que je suis arrivé à Paris. À Paris il y a profusion de salles, moi je venais d'un endroit où il y en avait très peu, où il n'y en avait pas. Et d'un seul coup, d'aller dans les salles, ça m'a donné envie de voir des films et les deux plaisirs sont mêlés. Voilà, ma cinéphilie est associée à l'expérience de la salle. Donc, oui, un lieu comme celui-ci, c'est exceptionnel. On peut dire que c'est un processus familial? Non, parce que... Enfin, oui et non. C'est-à-dire que ma sœur est actrice, mais quand on était enfant, nos parents ne nous emmenaient pas au cinéma. On n'allait pas au cinéma, il n'y avait pas de cinéphilie particulière chez nous. Après, il y a eu un effet d'entraînement entre elle et moi, mais qui est plus notre histoire à tous les deux qu'une histoire familiale réellement. Mais après, c'est indéniable que parce qu'elle a tourné, moi, ça m'a donné confiance dans le fait qu'on pouvait travailler dans ce milieu, y trouver sa place et s'y épanouir. Ça m'a vraiment encouragé. Et je pense qu'elle, quand elle a commencé, je l'incitais beaucoup à y aller parce que c'était ma petite sœur, elle a 10 ans de moins que moi, mais je voyais bien qu'elle avait quelque chose. J'étais en rien responsable de son génie, mais je l'encourageais à en faire bon usage. Alors, La fille au bracelet, donc elle joue dedans. Comment est né c'est d'un fait divers, il me semble. En fait, c'est même plus sioux que ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un scénario d'un film argentin, lui-même inspiré d'un fait divers argentin, qu'on m'a soumis pour en faire l'adaptation. Ce qui est rarissime, adapter un scénario d'un film qui n'avait pas encore été tourné étranger. Donc voilà, c'était ça le point de départ, mais j'ai jamais enquêté sur le fait divers. J'ai lu... en revanche, je suis parti d'un scénario préexistant que je me suis approprié, que j'ai transformé, mais dont il reste vraiment une base. Et que j'ai surtout... me l'approprier, ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire... Votre point de vue? Ouais, ça voulait dire déjà le mettre en France, dans un système aussi judiciaire français. Et après, y injecter ce qui, moi, m'intéressait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était est-ce que réellement on connaît ou non ses propres enfants? C'était ça pour moi la grande question que se posait ce film. Est-ce qu'on connaît ses propres enfants et est-ce qu'on est capable d'accepter qu'ils ne nous appartiennent pas? La transposition est très crédible, parce qu'en même temps, les acteurs que vous avez, dont votre sœur, mais Roche Dizem aussi, et puis la jeune actrice, je crois que c'est son premier film, il me semble. Premier film, ouais, Mélissa Gass. Voilà. C'est sûr que le film tient beaucoup à elle. Le film s'appelle La fille au bracelet. Alors, on n'est pas dans son point de vue à elle, mais le parti pris du film, c'était de dire on est avec tous ceux qui sont autour d'elle et qui la scrutent. Donc le film passe son temps à la scruter. Donc il fallait trouver quelqu'un qui soit mystérieux sans être opaque, quelqu'un qui puisse être mutique sans devenir, sans qu'on se coupe d'elle. Donc quelqu'un qui ait cette profondeur-là, qui ait cette gravité-là, et elle avait ça, elle avait une forme de grâce et d'épaisseur en fait. Et bon, oui, c'est un casting sauvage, j'en ai vu beaucoup, je l'ai vu très très vite. Donc très très vite, je me suis dit, elle est formidable. C'était la seule qui en casting nous imposait ses silences, je me souviens, qui acceptait qu'il y ait parfois des silences là où tout le monde a tendance à remplir le silence parce qu'on a peur du vide. Elle l'assumait complètement et les silences étaient remplis avec elle, ils étaient pleins. Donc je l'ai vu très vite, mais en me disant c'est pas possible de l'avoir trouvé si vite. Donc après j'ai vu énormément de filles et à chaque fois, plus j'en voyais, plus j'avais la certitude que je l'avais trouvée. Et pour la partie judiciaire, vous vous êtes entouré de spécialistes? Pour la partie judiciaire, ouais, déjà je suis beaucoup allé assister à des procès pour mieux connaître le truc. Et après j'ai fait lire à des spécialistes qui ont fait des consultations. Donc un juge pour enfants et un avocat pénaliste.
Et il se trouve que celui qui dans le film joue le président de la cour d'assises, qui s'appelle Pascal Pierre Garbarini, il est lui-même, c'est un très grand avocat pénaliste. Donc pendant le tournage aussi, on pouvait bénéficier de son expertise et de ses conseils. En tout cas, c'est vrai que c'est un film qui interpelle et qui pose la question justement de ce bracelet. Oui, et puis moi j'aimais bien la symbolique du bracelet parce qu'évidemment c'est un attribut féminin. Quand on dit la fille au bracelet, au départ, on ne s'attend pas à ce que ce soit un bracelet électronique. Ouais. Et puis aussi quand on fait un film, parfois on est attaché à une image, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une image qui a fondé le désir de faire le film. Et là c'était le cas, il y avait ce plan de fin du film, je peux le dire sans... Maintenant le film est sorti il y a bien longtemps, et puis de toute façon c'est le chemin qui compte, c'est pas le point d'arrivée, mais il y a un plan de fin où sa cheville est enfin libérée, elle y remet une chaîne. Et ça, c'était une image que j'avais toujours eue en tête et qui, je pense, est au départ de la volonté de faire ce film. C'est un désir presque plastique, quoi. Bon, la suite de l'aventure cinématographique, vous êtes en préparation d'un prochain film là ? Alors j'ai un film qui sort en novembre, oui. Qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche, qui raconte l'histoire de complètement méconnue. Alors c'est une fiction, mais qui raconte l'histoire de l'architecte de la Grande Arche de la Défense, qui était un Danois totalement méconnu, qui avait remporté ce qui à l'époque était le plus grand concours d'architecture de l'histoire, et qui reste d'ailleurs le plus grand concours qu'il y a jamais eu, puisque c'était un concours anonyme, ouvert, international. Et donc le lauréat était un Danois de 58 ans qui n'avait rien construit à part sa maison et 4 églises. Il s'est retrouvé à la tête de ce chantier gigantesque. Et le film raconte cette aventure qui était un peu trop grande pour son principal protagoniste. Il se trouve que je prépare aussi un autre tournage qui se fera dans les Landes, dans un camping cet été. Ah bah c'est bien, vous enchaînez, c'est parfait. Alors celui de l'Arche de la Défense sort quand ? Il sort le 5 novembre. Le 5 novembre ? Ouais. Oui, c'est bientôt. Donc on va passer l'été, vous avez le temps de le préparer. Et comme ça déjà on en parle, c'est déjà pas mal. Parce que les gens qui s'intéressent à votre cinéma, comme ça, vont vous suivre maintenant. Je m'en réjouis. Merci Stéphane. Merci beaucoup à vous. Merci.